Nous sommes ici à la fontaine Saint-Clair, à Saint-Léger-de-Balzon. Cette fontaine a la réputation depuis des siècles d'être une source guérisseuse et plus particulièrement de guérir les maladies des yeux. Et depuis longtemps, je viens régulièrement ici me frotter les yeux avec cette eau de source et le seul constat que je fais, c'est que mes verres de lunettes ont rétréci. Cette source faisait l'objet d'un pèlerinage qui amenait au moins entre 3 et 4 000 personnes ici à Saint-Léger, qui est un tout petit village habituellement. Et à cette source, il y en avait une autre. C'est là où c'est incroyable. Il y avait une source qui est juste un petit peu plus loin. Je vais vous amener. Elle se trouvait par là, et cette source, elle s'appelait la source des Cagots. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les Cagots? Eh bien les Cagots étaient une peuplade qui était essentiellement sur les deux versants des Pyrénées. Alors, les origines sont assez floues, troubles, on ne sait pas trop bien d'où est-ce qu'ils venaient, mais ils étaient essentiellement donc sur ces Pyrénées, et ils sont venus progressivement s'installer dans tout le sud-ouest et ils ont même remonté jusqu'en Bretagne. C'était une peuplade qui était marginalisée. Ils se trouvaient régulièrement à l'écart des villages. Ils étaient considérés comme des parias, porteurs de la lèpre, et c'est la raison pour laquelle on les mettait vraiment à l'écart des villages. Et ici, localement, ils étaient donc à l'orée à la fois du bourg du village, mais en même temps à l'orée de la forêt, parce que ces gens-là, on leur interdisait de faire des travaux agricoles, de peur qu'ils transmettent la lèpre. Donc ils étaient destinés à faire essentiellement des travaux forestiers. Ils étaient très bons à faire de la charpenterie par exemple, et tous ces métiers, que ce soit la pierre, le fer, tous ces métiers qui n'avaient aucun risque pour la population de toute propagation. Ils étaient tellement stigmatisés que quand ils se déplaçaient, eh bien souvent ils étaient tenus de mettre une étole rouge avec pour emblème une patte d'oie. Et pourquoi une patte d'oie? Pour la bonne et simple raison, c'est que physiquement, on disait que ces gens-là avaient les pieds palmés et en plus, ils n'avaient pas de lobe aux oreilles et ils avaient une odeur fétide. Donc vous pouvez imaginer à quel point ces gens-là étaient totalement mis à l'écart. Au XXe siècle, cette eau de source avait une autre vertu. Celle, justement, lorsqu'on l'a coupée avec un liquide jaune, eh bien de protéger le foie. Alors bien évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir trouver des témoins, puisqu'ils ne sont plus là. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent encore aujourd'hui, avec des jerrycans, récupérer cette eau, et toutes les semaines, ils viennent remplir ces jerrycans, tant cette eau est très appréciée. Et est-ce qu'elle est toujours appréciée avec ce fameux liquide jaune? Il faudra, le cas échéant, aller rencontrer ces gens-là pour leur demander. Alors là, vous êtes sur le chemin qui menait de Saint-Léger-de-Balzon à Balizac. C'est un très très vieux chemin. Normalement, pour accéder à Balizac, on va à Saint-Symphorien, donc à 2 km à l'ouest, et aux 4 routes, on tourne à droite en direction de Balizac. Cette route-là n'existait pas. Et ceux qui souhaitaient aller à Balizac, ils étaient obligés d'emprunter ce chemin. Le chemin sur lequel je me trouve,
Et donc ça a donné à Saint-Léger une importance. Cette importance, elle se traduisait par un carrefour qui allait de Villandreau à Saint-Symphorien et bien sûr de Saint-Léger à Balizac. La traduction de ce chemin et de son importance, c'est que l'habitat, l'essentiel de l'habitat de Saint-Léger, eh bien, il se trouve ici, en bordure de ce chemin. Alors ici, nous sommes devant l'église de Saint-Léger de Balzon. L'église que vous voyez ici date du XIIIe siècle et même on dit qu'il y a des éléments qui font penser à ce qu'elle ait été érigée même au XIe siècle. Cette église, elle donne un aspect particulier, en ce sens qu'elle est quand même un peu petite. Alors il faut savoir que la dimension d'une église, quand on la construisait, elle était faite en fonction du nombre de feux qu'il y avait dans la paroisse. Et à cette époque-là, on estimait que le nombre de feux à Saint-Léger, dans la paroisse de Saint-Léger, était de 70 feux. Et on supposait que dans chaque feu, donc qui correspondait à une cheminée d'une habitation, il y vivait 5 personnes, ce qui fait grosso modo à peu près 350 habitants. Donc la taille de cette église correspondait à ce nombre d'habitants. Ça a peu évolué aujourd'hui ici à Saint-Léger, puisque le nombre d'habitants au dernier recensement est de 319. Donc malgré les siècles qui se sont écoulés, là, il y a eu très peu d'évolution de cette population ici localement. Cette église avait la particularité aussi d'accueillir les cagots. Et pour ce faire, je vais vous amener là où les cagots étaient seulement autorisés de pénétrer à l'intérieur. Alors ce que vous voyez là juste derrière moi, c'est une porte qui a été remaniée, elle était beaucoup plus petite et c'était la porte des cagots. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les cagots étaient considérés comme des parias et lorsqu'ils voulaient assister à un office religieux, ils avaient leur propre porte, ils n'avaient pas le droit de se mélanger avec la population civile. Le bâtiment qui est derrière moi est un restaurant, bar-restaurant, mais qui fut à une époque, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'ancienne maison de justice. Au XIVe siècle, il y avait la seigneurie de Cernès, à 1 kilomètre d'ici, en pleine forêt. Il y a encore les vestiges, les ruines du château de Castelnau de Cernès, qui a appartenu à la famille d'Albret. Malheureusement, ce château a été ruiné en 1598 et bien évidemment dans cette seigneurie on donnait justice. Compte tenu que ce château a été ruiné et qu'en plus de ça il a été laissé à l'abandon, on a transféré donc la justice ici dans ce bâtiment que vous avez derrière moi. Il y a eu, bien évidemment, des histoires assez croustillantes. Et certainement, la plus croustillante, c'est l'évasion de Jacques Douel. Alors, que s'est-il passé à la Saint-Jean en 1771 ? Eh bien, ce monsieur Jacques Douel, qui habitait Noland, était un mendiant, voleur. Il avait déjà cette réputation. Il était âgé de 22 ans. Et un jour, il s'en va à Léojats et il va faire une maison. Et dans cette maison, il va prendre un gilet rouge.
Et comme il est très intelligent, ce monsieur Jacques Douel, eh bien, un jour, il s'en va à un office religieux, à la messe, et le propriétaire de ce gilet rouge reconnaît son vêtement, et c'est alors que, avec la complicité des habitants, ils vont attraper Jacques Douel et ils vont le conduire ici à la maison de justice. Et là, nous sommes le 13 août 1771. Quand il arrive ici, encadré par 2 gendarmes, la prison, parce qu'au sous-sol, il y a une prison, il y en a même 2, et ces prisons sont déjà pleines. Donc on décide d'amener Jacques Douel au château de Cazeneuve, et dans la nuit du 23 au 24 août 1771, ce monsieur s'évade du château de Cazeneuve. Et il s'évade comment? Il devait avoir une sacrée force, parce qu'il avait réussi à dégonder la porte de la prison par le bas et à tordre la serrure. Et c'est ainsi qu'il a pu s'échapper. Quand ils ont, bien évidemment, le geôlier a constaté de cette évasion, tout a été mobilisé pour le rattraper. Et bien sûr, on a rattrapé ce gentil monsieur et heureusement, il y avait, quand on l'a présenté ici à la maison de justice, devant le juge, il y avait une place dans la prison au sous-sol. Nous sommes le 24 janvier 1772 et là aussi, il y a une seconde évasion. Ce 24 janvier 1772, il y a une messe ici à l'église de Saint-Léger. Le geôlier souhaitait assister à cette messe et donc il prend soin de vérifier que tout est bien fermé au niveau des prisons. Préalablement, il avait servi de pain et de l'eau. Donc il se rend à la messe. Pendant ce temps-là, ce monsieur Jacques Douel, qui avait, lorsqu'il avait été emprisonné, demandé à avoir suffisamment de paille pour assurer sa litière, avait tressé une corde et grâce aussi à ses sabots, il avait pu escalader le mur et se rendre dans le soupirail qui était à une hauteur de 3,20 mètres. Quand il est arrivé à hauteur du soupirail, il y avait une barre de fer qui faisait 65 cm de long sur 15 cm de circonférence. Et avec sa force, il avait réussi à sortir cette barre de fer de la pierre et ainsi de sortir du soupirail qui se trouvait, dont la hauteur se trouvait juste au niveau du sol. Bien évidemment, quand le geôlier est revenu de la messe, qu'il a constaté de cette évasion, tout a été mobilisé pour retrouver ce monsieur Jacques Douel. Bien évidemment, l'histoire lui a été favorable puisque ce Jacques Douel a été de nouveau attrapé et de nouveau jugé et de nouveau emprisonné. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les nouveaux prisonniers de cette prison de Saint-Léger de Balzon, eh bien, avaient maintenant une litière très fine pour éviter justement que de nouveau il y ait une évasion. Le dernier juge qui a été dans cette maison de justice, c'est Pierre Martin. Il a été juge jusqu'en 1830. Ce monsieur Pierre Martin faisait partie de la famille Martin, qui était très importante à Saint-Symphorien. Et donc une branche était mariée avec la famille Mauriac. Alors je me suis installé dans le confessionnal pour éviter une trop grande résonance dans l'enregistrement du son. Alors cette église, elle est vouée à 5 saints. Et il y a Saint-Clair. Nous avons déjà évoqué tout à l'heure donc la fontaine Saint-Clair. Saint-Clair avait déjà un don pour guérir les maladies des yeux.
il y avait Saint-Léger. Alors c'est d'où vient l'origine du nom du village. Saint-Léger a été martyrisé en 698 et il a malheureusement eu les yeux crevés. Et dommage qu'il n'ait peut-être pas rencontré avant Saint Remède, qui fait partie également d'un saint de l'église de Saint-Léger, au même titre qu'il y a eu Saint Momolin et Sainte Radegonde. Donc il y avait 5 saints ici que l'on vénérait, et il y avait un 6e qui a été annoncé, on va dire, au XXe siècle, qu'on en appelait Saint-Juin, mais qui ne correspondait à rien du tout. Donc cette église, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, elle accueillait également les cagots. Et pour ce faire, lorsqu'ils souhaitaient assister à un office, ils pénétraient, eux, par une petite porte, différente bien évidemment de l'accès principal. Et en même temps, ils se retrouvaient au fond de l'édifice, sur un banc de pierre, et pour marquer la présence de ces cagots dans l'église, il y a eu à la fois l'empreinte de la patte d'oie qui apparaît encore aujourd'hui sur les carreaux, et il faut savoir aussi qu'ils avaient leur propre bénitier, puisque comme ils étaient considérés comme des pestiférés, ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'eau bénite du village pour faire leur signe de croix. Ils avaient leur propre bénitier. Et il y a une anecdote qui concerne une église des Landes, où un jour, malheureusement, un cagot a, par inadvertance, utilisé donc l'eau bénite du village, et en punition, on lui a coupé la main et on a cloué cette main à la porte de l'église pour montrer au cagot qu'il fallait qu'il fasse très attention. Cette église date, comme je l'avais expliqué, elle a été remaniée au XVIe siècle. Le vestige le plus éloigné daterait du XIe siècle. Et ce qui fait également sa réputation et sa particularité, ce sont ces peintures murales qui ont été mises à jour et qui représentent à la fois les événements d'une année, donc ça touche essentiellement donc aux travaux agricoles, et en même temps, donc il a fait apparaître des peintures religieuses. Et là, on va monter au clocher de l'église de Saint-Léger, exceptionnel.